vais passer la parole à Denis Sacomonescu pour présenter l'auteur de ce soir. Când i-am citit romanul lui Sor Chalandon, Le Quatrième Mur, al patrulea zid, asta s-a întâmplat în toamna anului trecut, mi-am zis că este un roman formidabil, dar am o întrebare, oare publicul român gustă un roman care este o epifanie a războiului și în același timp un roman plin de o poezie extraordinară? Răspunsul mi-a venit imediat în noiembrie, când juriul studenților din cele 6 mari universități din România, București, Cluj, Timișoara, Iași, Sibiu și Craiova, au ales din toate cele 15 romane aflate pe lista Goncourt romanul lui Sor Chalandon pentru a lua premiul Lys Goncourt Le Choix Roumain. În același timp, în lume se întâmpla același lucru. A luat Le Choix de l'Orient. Quel pays, Sorge? Le prix des lycéens libanais, le prix des libraires du Québec. Et pour l'instant, c'est... Non, je t'avais demandé quels sont les pays qui dont le prix Le Choix de l'Orient. Alors, les pays pour le Choix de l'Orient, d'abord c'est le Liban, nord et sud Liban, c'est la Palestine, c'est l'Irak, la Syrie, c'est l'Égypte, c'est la Jordanie. C'est-à-dire que en face de moi, à la fête du livre de Beyrouth, j'avais des jeunes qui avaient passé les lignes de Syrie, qui avaient passé les lignes d'Irak, qui étaient venus là. J'avais en face de moi des voiles, j'avais des croix, j'avais des druzes, j'avais des chiites, j'avais des sunnites, j'avais des chrétiens, j'avais des palestiniens qui étaient ensemble sur les mêmes bancs. Je crois que j'ai jamais été aussi ému qu'à ce moment-là. Je suis très ému ce soir, mais le livre là-bas, il rentrait à la maison. C'était très compliqué pour moi de qu'est-ce qu'allaient en penser les Libanais. Et ça a été un accueil bouleversant. Et donc je suis rassuré. Et ici, je me sens bien, mais j'ai moins peur, vous voyez. Parce que ce livre, c'est sur la guerre et sur la guerre du Liban. Là-bas, je parlais de ces gens-là. Dans ce livre-là, il y avait ces gens-là. Il y avait ces combattants-là. Il y avait ces morts-là. Il y avait cette souffrance-là. Et j'avais peur qu'on me dise, mais qui c'est ce petit Français qui arrive? De quel droit il écrit un livre sur nous? C'était ma peur. Je vous parlerai d'une autre peur après, et qui est passée aussi. Maintenant, j'ai plus peur de... Donc ça, c'est la première peur. On parlera d'une autre peut-être tout à l'heure. Al patrulea zid face parte din terminologia teatrologică. De fapt, în românește este al patrulea perete, direct în practica teatrală. Înseamnă, în cutia italiană de scena clasică, după cum o cunoaște, sunt 3 pereți și deschiderea, rampa către public în limbaj teatral, jargon teatral, dacă vreți, ăsta este al patrulea perete. Am preferat varianta sinonimul zid, pentru că este în egală măsură vorba despre posibila înscenare a Antigonei lui Anui la Beirut în 1982, dar asta în egală măsură este vorba de zidul la care condamnatul este pus pentru a fi împușcat. Este în egală măsură, deci, un zid al martiriului și un zid virtual de depășit pentru a se realiza comunicarea între scenă și public, respectiv între ficțiune și realitate. Autorul, o să vedeți, este interesat și este firesc să fie așa când își povestește, când își comentează, răspunde la întrebări și comentează romanul, de motorul care l-a făcut pe el să facă această operațiune romanescă. Și pentru că el se consideră, Chalandon, în primul rând jurnalist. Șansa este că este chiar romancier, nu doar jurnalist, în sensul în care știe foarte bine strategiile prozastice, strategiile romancierului și nu este doar o relatare a unor întâmplări tragice cumplite din Beirutul lui 1982, ci este un roman care trimite mult mai departe, într-o zonă profundă a unor
din păcate, triste coordonate ale ființei umane. Cum și el le spunea ieri studenților, Doamne ferește de ce găsești în măruntaiele tale. Poți găsi pacea, dar poți găsi și crima. Pentru a da această profunzime se folosește de un pretext și anume de Antigona lui Anui. Știți bine cum este povestea cu Antigona, pleacă de la Sofocle cu 400 și ceva de ani înainte de Hristos, în 1943, deci la aproape 2400 de ani, 2800, nu mai știu exact, că sunt prost la matematică, asta e. Este în 43 premiera lui Anui, în prim război, la Paris. Este pentru pariul romanului, folosește Antigona, didascalii, dar și replici pentru a deschide, pentru a puncta anumite chestiuni din roman și pentru a închide romanul. În rest, este povestea unui război purtat de toate facțiunile posibile din Beirutul lui 82 și este cam ca în Antigona, pentru că și acolo e greu de spus cine e vinovat, cine este martirul în definitiv. Creon, Antigona, Polinice. Este o chestie foarte complicată și se vede treaba că în istorie se transportă până în 82 și eu, dacă nu mă înșel, este și foarte actual, pentru că asta se întâmplă și acum. Deci cam asta ar fi povestea. E roman politic, e roman, dacă vreți, istoric, e un roman de dragoste. Comment vous avez écrit ce livre? Quelle a été l'expérience de votre expérience de journaliste pendant que vous avez un cahier avec 2 pages sur la gauche, vous notez pour un possible futur roman, sur la droite, vous notez pour les articles de journaliste. Et comment ça s'est fait que vous êtes arrivé après tant d'années d'écrire ce roman, tant d'années après cette guerre, et quel est le lien entre vous et le personnage, s'il y a un lien entre vous et le personnage principal du roman, Georges? Il y a beaucoup de questions pour soi. Alors, comment est-ce que naît un roman? Comment est-ce qu'il arrive? Gabriela vous a parlé de mes pages. En fait, moi je suis journaliste. Et c'était pas tant les pages de gauche pour écrire un roman, c'était pas exactement ça. Et sur les pages de droite, c'est les journalistes qui travaillaient. Par exemple, je serai ici avec vous, sur ma page de droite, j'écrirai le nombre que vous êtes. Sur ma page de droite, j'écrirai comment vous êtes habillé, je dirais que je suis à Bucarest. Sur ma page de gauche, je parlerai de mon cœur qui cogne, je parlerai de mon trac, j'écrirai l'angoisse de vous décevoir, mais des choses qui ne trouvent pas place sur la page de droite. C'est-à-dire que la page de droite, c'est les journalistes, c'est ce qui va servir à mon journal. Moi, ce que je ressens, ce que je pense et ce que je vis, ça ne sert pas au journal. Pour moi, un journaliste ne parle pas de lui, il n'a pas le droit de parler de lui. Pour moi, un journaliste ne dit jamais je, il n'a pas le droit de dire je. Donc en fait, mes pages de gauche, je ne savais pas ce que j'en ferais. Et je savais que j'avais besoin d'écrire. Je savais que à des moments de ma vie, sous les bombes, pendant la guerre, quand j'avais peur, quand j'avais la haine, on peut avoir de la haine, quand j'avais de la colère, ça ne pouvait pas entrer dans mes pages de droite. Ma haine et ma colère n'avaient pas à apparaître dans le journal. Il y a des éditorialistes pour ça, à Paris, qui font le travail. Moi, mon travail à moi, c'était de rapporter fidèlement ce que je voyais. Et pendant 22 ans, toutes les guerres, j'ai rapporté les larmes des autres, la tristesse des autres et la colère des autres. Mes larmes à moi, ma tristesse à moi, ma colère à moi, je n'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé parce que ce n'était pas le lieu. Parce qu'un journal, ce n'est pas le lieu pour les larmes du journaliste. Mais ces larmes, on en fait quoi? Comment on fait après? Moi, je rentre de guerre, puis je repars, puis je rentre, puis je repars. Et je vis toutes ces années comme ça, avec des strates qui me forment, des strates qui me composent. Mon socle devient un socle barbare. Et je le sais, et je le sens. Et je suis plus pareil. Et je parle plus pareil à ma fille.
Et je parle plus pareil à ma femme. Et je parle plus pareil à mes amis. J'ai pas le même regard. J'ai pas les mêmes colères. Je suis différent. Je suis empoisonné par la guerre. Et chaque fois que j'y vais, chaque fois que j'y retourne, je laisse des morceaux de moi. Physiquement, je laisse des morceaux de moi. Des morceaux de ma raison. Je laisse des morceaux de mon cœur, des morceaux de mon âme. Je laisse des morceaux de mon intelligence. Je laisse des morceaux de ma sincérité. Je laisse tout ça là-bas. Et quand je rentre avec elle. C'est comme un tic. C'est comme une puce. C'est comme une bête qui est en moi et qui me dévore. Et quand je rentre avec cette bête qui me dévore, qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment je vais faire? Je vois quand je parle avec ma fille ou quand j'engueule ma fille, parce que j'avais des accès d'humeur très durs. Maintenant on sait, ça s'appelle le syndrome post-traumatique. On a entendu parler après la guerre du Vietnam. En France, on ne connaissait pas bien ça. Ce syndrome qui fait que vous êtes sans blessure apparente et vous êtes blessé. En fait, vous êtes blessé. Il y a ceux qui ont une jambe en moins, ceux qui ont un bras en moins, et ceux qui ont un morceau de conscience en moins. Ceux qui ont un morceau d'humanité en moins. Je suis rentré avec un morceau d'humanité en moins. Peut-être qu'on peut traduire au fur et à mesure comme ça. Je ne sais pas. Tout le monde parle français? Tout le monde parle français en fait. C'est vrai? Je m'en excuse. Donc il y a deux choses. Qu'est-ce qu'on fait de la guerre une fois qu'on est rentré? Comment on fait? J'aurais été peintre, j'aurais peut-être peint. J'aurais été sculpteur, j'aurais sculpté. Il y en a qui se sont pendus parce qu'ils ne sont pas supportés. Moi, j'ai décidé d'écrire, mais c'est pas un livre de journaliste. Tout ce que je voulais dire pour le journal, je l'ai écrit. Je vous donne un exemple. L'un des personnages de ce livre, je le dis exprès comme ça. Ce sont les camps de Sabra et Shatila, au Liban. En septembre 82, les milices chrétiennes, avec la Vierge Marie sur la crosse de leurs fusils, sont entrées dans les camps, prétextant le fait qu'il y avait encore des combattants palestiniens, il n'y en avait plus. Et ils ont massacré. Ils sont arrivés à l'heure la plus fragile, à l'heure du souper. Les Palestiniens étaient à table, les mères étaient dans les cuisines, les enfants étaient autour des tables, les plus petits étaient couchés dans les berceaux. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés et qu'ils ont tué. Et moi, je suis entré dans ce camp le vendredi matin, au 3e jour des massacres, et j'ai fait mon travail de journaliste. Nous étions 3. Un journaliste de l'agence France Presse et un journaliste du Figaro. Le Figaro, c'est à droite, Libération, c'est à gauche. Mais dans ces cas-là, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Il n'y a plus que des hommes qui ont peur, qui sont épouvantés. Et moi, j'ai poussé les portes de ces maisons. J'ai poussé les portes de ces maisons, de ces cuisines. Et j'ai vu les morts entassés. Et les enfants, et les parents, et les grands-parents, et les femmes, et les vieux hommes. Avec des... J'ai des images comme ça qui heurtent, comme un vieil homme qui est par terre, qui est mort avec sa canne d'un côté, sa jambe de bois de l'autre. Toute cette violence, et la majorité des gens ont été tués par balle, et ils ont été achevés au couteau. Moi, je suis journaliste. Je sais que je vais l'écrire. Mon rôle à moi, c'est d'écrire ça parce que dans 2 heures, dans 3 heures, dans 10 heures, les corps auront disparu, ils vont être enlevés. À la place, il y aura du sable, il y aura de la chaux vive, il n'y aura plus de corps, il n'y aura plus rien. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 15 ans, les gens diront que ça n'a jamais existé. Et nous sommes témoins, nous sommes là. Donc mon rôle, c'est pas de pleurer. Mon rôle, c'est pas de dire c'est dégueulasse. Bien sûr que c'est dégueulasse. Évidemment que c'est dégueulasse. Mon rôle, c'est de donner la position exacte de cette mère à qui on a ouvert le ventre et on a sorti le bébé de son ventre. Ça, c'est mon travail. Mais moi, comment je fais encore après? Donc oui, j'écris sur mes pages de gauche, mais je sais ce jour-là. Je sais que toutes mes pages de gauche, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Et le journaliste que je suis, à un moment donné, il renonce. Et à un moment donné, je ne pouvais plus. Et il fallait que ça sorte différemment. Parce que ce qui est terrible, c'est une chose que l'on ne sait pas. C'est qu'on rentre et on a tout ça en soi. Et les gens ne veulent pas vous écouter. Les gens vous entendent au tout début, par politesse. Vous savez, ces gens qui disent « il en revient, il était à Châtillon ». Alors d'abord, vous faites des sortes de conférences de presse avec les copains. Puis vous y revenez, puis vous revenez, et puis dans tous les repas, et dans toutes les soirées. Et peu à peu, on vous invite moins, on vous invite plus. Vous êtes en trop.
vous êtes en trop. Ceux qui rentrent de guerre, lorsqu'ils rentrent en paix, ils sont en trop. Ils dérangent la paix. Ils l'emmerdent, la paix. La paix n'a pas besoin de ces prisonniers qui rentrent, de ces soldats qui rentrent, de ces journalistes qui rentrent et qui portent ça. Et pourquoi est-ce qu'on y retourne en guerre? C'est parce que là-bas, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de discuter, il n'y a pas besoin de réexpliquer. On est entre les gens qui vivent la même chose. Donc moi, le problème que j'ai eu, c'est que je ne voulais plus rentrer. Ma femme ne me suffisait plus. Ma petite fille ne me suffisait plus. Mes amis ne me suffisaient plus. C'est pas que j'aimais la guerre. C'est pas que je n'aimais plus la paix. C'est que je ne me trouvais plus en paix. La paix ne voulait pas de moi et la guerre voulait de moi. Parce que la guerre, elle veut des hommes et des femmes. La guerre, elle les dévore, elle les prend et elle les garde. Et moi, ce qui m'a bouleversé, un enfant coupé en deux dans un berceau, c'est bouleversant. Mais il y a pire encore, c'est qu'un homme a fait ça. C'est qu'un homme a fait ce geste-là. Et la guerre, elle est faite par des hommes ordinaires. Et moi, si j'ai du mal avec la paix, j'ai encore du mal. Vous voyez, j'ai écrit ce livre, j'ai encore du mal. C'est parce que je sais que ici, en paix, nous avons ça dans le ventre. Et qu'on peut couper un enfant en deux, n'importe qui d'entre nous, dans une situation extrême, on peut le faire, parce que la guerre sort de nous quelqu'un qui est monstrueux. La guerre sort de nous quelqu'un qu'on ne soupçonne pas. On ne sait pas ce qu'on a dans nos ventres. Est-ce qu'on a un héros? Est-ce qu'on a un lâche? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a une merveille d'homme ou de femme? Ou est-ce qu'on a un tyran? Personne ne sait. Et moi, et nous, et ceux qui sommes allés en guerre, avons non seulement connu ce qu'on a dans nos ventres, mais on a connu ce que la guerre faisait des hommes. Et ça, il faut l'écrire. Mais après, comment est-ce qu'on écrit? Moi, je ne veux pas faire un livre de journaliste. Je veux faire un livre dans lequel un journaliste dit qu'il a vu la guerre. Ça ne m'intéresse pas. Donc moi, il faut que je me détache de la guerre. Il faut que je mette un masque. Un petit masque fragile et transparent. Ça s'appelle Georges, mon masque. C'est mon deuxième prénom. Où va-t-il chercher tout ça? Georges est né le 16 mai, comme moi. Georges, c'est tout ce que je suis de plus naïf. Georges, c'est celui qui part à la guerre. Celui qui ne sait pas, qui ne comprend pas ce qui va se passer. Georges, c'est celui qui va souffrir. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que ce livre-là, je ne voulais pas simplement vous demander de partager une expérience de guerre. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je voulais, c'est vous raconter une histoire. Et me raconter une histoire. Et Georges, j'ai eu envie qu'il soit metteur en scène de théâtre. Dans 2 livres que j'ai faits sur l'Irlande, je ne m'appelle pas Georges, je m'appelle Antoine, un autre. Et je suis luthier, cette fois-ci. Jamais journaliste. Je ne serai jamais journaliste. Le journaliste qui reste dans les journaux. Je ne veux pas qu'on en ait dans les romans. Il y en a partout, il y en a trop. Il faut arrêter avec les journalistes. Et justement, luthier d'un côté, metteur en scène de théâtre de l'autre. Moi, ce que je voulais, c'était retourner à Shatila. Et vous demander de venir avec moi à Shatila. De venir avec moi en guerre. Parce que lorsqu'on rentre à Shatila, lorsqu'on rentre en guerre, on est tout seul. Mais seul comme vous ne vous imaginez pas la solitude. Et quand vous rentrez en paix, vous êtes seul aussi. Et moi, ce que je voulais, c'était ça. Moi, ce que je voulais, c'est entrer à Shatila, accompagné. Et donc après, j'ai décidé, j'ai cherché. Je me suis dit, tiens, et pourquoi pas un artiste? Alors j'ai réfléchi. Un artiste de cinéma, c'est trop lourd. Il faut des caméras, il faut plein de choses. Et le théâtre s'est imposé très vite. Et je me suis dit, voilà. Alors c'est une idée folle, mais c'est Georges, je suis fou. Georges va décider de monter Antigone de Jean Anouilh sur la ligne verte à Beyrouth en demandant à chaque camp qui se combat, ne sont pas des adversaires, sont des ennemis mortels, à chaque camp de lui donner un acteur. Et moi je crois que c'est possible. Et je crois que c'est possible. Et Georges croit que c'est possible. Et Samuel, dont on n'a pas parlé, mais on parlera peut-être, qui est ma part de lumière. Ce qui est bien pour un auteur, c'est qu'il peut incarner des personnages. Il peut se mettre un petit peu ici, un petit peu là. C'est comme un yaourt aux fruits, avec des vrais morceaux de fruits. Là, c'est un livre aux sorges, avec des vrais morceaux de sorges, un peu partout. Il faut le trouver. Mais moi, je suis dans chacun de mes personnages. Et ce que je voulais, c'était une pièce de théâtre sur le théâtre des opérations. C'est que ces acteurs viennent, qu'il y ait des chrétiens, qu'il y ait des palestiniens, qu'il y ait des druzes. Je voulais quelque chose à laquelle je croyais. Quand j'ai écrit ce livre, je veux qu'on y croie, du début jusqu'à la fin. À aucun moment, je veux qu'on dise, oui, c'est un roman. Non, je veux qu'on y croie, et je veux au-delà de la pièce. Ce livre, c'est pas un livre sur une pièce qui va se monter, c'est la tentative de monter une pièce. C'est pas faire la paix, c'est la tentative de faire taire les fusils pendant 1h50, le temps d'une pièce de théâtre. Et c'est comme ça qu'on fait un livre.
C'est-à-dire, on fait quelque chose en vous disant, voilà, ben Georges c'est moi, Georges il a vécu ça, Georges il a pensé ça, et je m'en excuse. Moi je sais maintenant ce que j'ai dans mon ventre, et j'aime pas. J'aime pas ce qui est sorti de moi. J'aime pas cette fascination que j'ai pu avoir pour la guerre, je ne l'aime pas. J'aime pas cet ennui que j'ai pu avoir en rentrant en paix, je ne l'aime pas. Et ce que je sais, c'est que j'ai espéré, alors je vais vous dire, j'ai espéré que ce livre me guérisse, parce que les plaies sont vives. Ça c'est un peu raté. C'est-à-dire je ne suis pas guéri, parce que je vis avec ces fantômes, je vis avec ces images, je vis avec ces bruits, je vis avec cette violence, mais en tout cas je suis plus seul. Quand j'entends que j'ai reçu le prix Goncourt choix de la Roumanie, eh bien, je peux vous dire que je suis entré à Sabra et Shatila avec des Roumains. Quand j'ai reçu le prix Goncourt des lycéens, je suis rentré à Sabra et Shatila avec des lycéens. Quand j'ai reçu le prix des libraires du Québec, je suis rentré à Shatila avec des libraires du Québec. Je suis plus seul. Et alors c'est un cadeau empoisonné, je m'en excuse. Mais en tout cas, j'ai l'impression maintenant qu'on me fait cohorte et qu'ensemble on découvre ce qu'est la guerre et qu'ensemble on y renonce et qu'ensemble on revient en paix. Et moi c'est... je vous avoue, j'avais très peur parce que le premier Goncourt choix que j'ai reçu, c'est le Goncourt choix de l'Orient. Ça a été très très troublant pour moi parce que je me suis dit, vous parlez de Shatila ici, en Roumanie, je peux le faire. Parce que, à moins que je me trompe, mais personne n'a été touché directement par Shatila. En parler au Liban, dans ce livre-là, il y a toutes les communautés. Il y a des chrétiens libanais qui ont lu ce livre, qui l'ont aimé, bien que les chrétiens libanais aient fait le massacre de Sabra et Shatila. Là, je me suis retrouvé dans un lieu où ce livre était chez lui, il était dans sa maison, il était dans son pays qui était le Liban et qui était la guerre. Et quand j'ai eu le prix Goncourt choix de l'Orient, je me suis dit, d'accord, ce sont les étudiants. Les étudiants sont les plus jeunes de mes lecteurs. On ne peut pas aller plus bas parce qu'il est trop dur ce livre. Puis j'ai pris Goncourt des lycéens. Je me suis dit, on peut encore aller plus jeune, on peut encore aller plus bas. Un lycéen, c'était bouleversant. Alors peut-être que maintenant que je vous en parle, il rejoue peut-être, tant pis. Mais il m'a dit, moi je joue toujours au jeu de guerre avec la PlayStation, comme ça. Vous savez, le jeu où vous tenez le fusil. Il me dit, monsieur, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Parce que la guerre, c'est ça. Et moi, je ne veux pas. Peut-être qu'il va recommencer, je ne sais pas. Mais le jeune que j'ai eu en face de moi, il est entré à Sabra et Shatila. Il est ressorti de Sabra et Shatila avec moi. Et sa PlayStation guerrière, il l'a rangée parce qu'il n'en voulait plus. Juste ça, pour moi, c'est magique. Et un autre étudiant, je me souviens de deux étudiants. Il y en a une qui dit, ou un qui disait, il y a un problème dans ce livre. C'est qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir dans ce livre. Et c'est son copain, ou sa copine, je ne me souviens plus, qui lui a dit, mais si, l'espoir c'est que ce livre il a été écrit. C'est pas l'histoire qui est l'espoir du livre, c'est le livre lui-même. Vous avez écrit ce roman pour vous-même ou pour un certain public parce que vous dites que vous n'avez pas de message à donner à un public. Jamais. Non. Alors, vous n'êtes même plus libéré par l'écriture de ce roman. Alors, vous avez écrit quand même ce roman, dans quel but? Il y a des écrivains qui ont des messages. Ils disent, voilà, j'ai fait un roman pour prévenir le monde ça va vers la fin du monde. Moi, je trouve ça grotesque. Moi, j'ai pas de message. Moi, il n'y a pas de morale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... il y a deux choses qui m'intéressent chez nous tous. C'est le moment du choix, d'abord. Lorsqu'on a le choix, quel choix on fait? Choix devant la guerre, devant la mort. Et ce qui m'intéresse aussi, ce sont les âmes grises. Ce ne sont pas les âmes noires, ce ne sont pas les âmes blanches. On connaît tout ça. Mais c'est entre les deux, l'âme grise, la complexité. Et moi, ce que je veux, c'est... Depuis tous mes romans, c'est ça que je cherche. Je vais chercher le fond de l'âme grise. Donc, il n'y a pas de message. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient déconcertés. Ils m'ont dit, mais alors c'est qui les bons? C'est les Palestiniens? C'est les chiites? C'est qui les bons? Alors je leur dis, mais vous savez, c'est très compliqué dans une guerre comme ça. Parce que vous êtes dans un village martyrisé. Et vous pleurez les morts avec les gens. Et à l'aube, les hommes du village traversent la montagne.
et vont martyriser un village. Où sont les bons? Où sont les mauvais? Où sont les méchants? Quelle est la morale de ça? Quel est le message de ça? Je ne vais pas dire le message c'est que tous les hommes ils sont mauvais, c'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est le désarroi qu'on peut avoir face à ces moments-là, face à ces lieux-là. La guerre est un lieu. Et maintenant je suis persuadé que, enfin je pensais que la guerre était un moment entre deux paix. Maintenant je pense que la paix est un moment entre deux guerres. J'en suis là. Mais je n'en tire pas d'histoire, comment dire, je ne suis pas un penseur. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est le plus beau compliment que l'on m'ait fait. Quelqu'un m'a dit, il y a deux sortes de journalisme. Le journaliste du savoir et le journaliste du regard. Toi, c'est le regard. Et je dis, oui, oui, je prends. Oui, je ne sais pas. Moi, je vais quelque part et je m'imprègne. Je m'imprègne, j'écoute, je regarde et j'apprends. Et je change d'avis. Comment est-ce que c'est possible d'expliquer que lorsqu'on se dit bonsoir le soir, on ne sait pas s'il y aura un lendemain matin, on ne sait pas s'il y aura un demain. Dans la guerre, dans ces moments-là, toutes les promesses sont plus fortes, tous les regards sont plus forts, toutes les fraternités sont plus fortes, toutes les amitiés sont plus fortes. On ne triche pas dans ces moments-là. On ne triche pas parce que c'est un problème de vie et de mort, parce que la mort elle est autour. Il n'y a pas de message là-dedans. C'est juste, moi ce que je dis dans ce livre, et ce que j'ai dit, et dans les articles, et dans toutes ces choses-là, c'est, moi, voilà, j'ai vécu ça, j'en suis revenu, j'aimerais vous le dire, j'aimerais vous le raconter. Où sont les mauvais? Où sont les méchants? Où est le mal? Où est le bien? Les Palestiniens sont massacrés à Sabra et Shatila. Les chrétiens sont massacrés à Damour par les Palestiniens. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on décide? Quel est le sang qui vaut plus qu'un autre sang? C'est pas un message, c'est pas une morale. Je demande ça. Moi, mon rêve quand j'étais journaliste, c'est très bête. Hein. Lorsque j'étais à Sabra et Shatila, quand j'étais dans le camp, j'écrivais pour Libération. Je voulais simplement, mais simplement, qu'il y ait une terrasse de café à Paris, il n'y a même qu'une personne qui soit en train de prendre son café, qui soit en train de boire son jus d'orange, et que brusquement il ait ses enfants morts devant les yeux. Juste une personne qui est ça. Ça, c'est mon rôle. Mais c'est pas un message, et c'est pas non plus... C'est rien, c'est juste, s'il vous plaît, n'oubliez pas ces enfants-là. Ne les oubliez pas. Quand je fais ce livre-là, je ne veux rien d'autre. Je ne suis pas un prof, je ne suis pas un éducateur. Peut-être qu'un jour, je n'écrirai plus. Parce que simplement, je n'ai pas envie d'encombrer les librairies, je n'ai pas envie d'encombrer les salons du livre. J'ai pas envie de ça. Mais quand je suis avec vous, quand je suis au salon du livre de Beyrouth, quand je suis au Québec, et quand je parle comme ça, mais j'ai l'impression que ça sert à quelque chose. J'ai pas l'impression que je suis venu juste vous parler des romans. J'ai l'impression que je suis venu aussi vous parler de la souffrance de peuple, de ces gens qui existent, de ces gens que j'ai croisés, de ces gens que j'ai ramenés dans mon cœur et dans mon ventre, et de ces blessures-là. Et là, j'ai l'impression que, là, ma toute petite part, je sers à quelque chose. Ma toute petite part. Moi, j'aime bien il y a une petite histoire africaine, c'est la savane qui est en feu. Tout brûle. Et puis, il y a les gros animaux qui se cachent et qui ont très très peur. Et il y a un colibri qui vole, qui prend une goutte d'eau, qui le met sur l'incendie, qui retourne, qui le met sur l'incendie. Et il y a un éléphant qui dit, mais tu crois que tu vas éteindre le feu? Et le colibri qui dit, non, mais j'aurais fait ma part. Et c'est ça que j'essaie de faire. Ce n'est pas un roman policier, donc on peut dire la fin, c'est pas grave. Georges ne va pas arriver à montrer, il ne pourra pas monter Antigone à Beyrouth. Mais ce qui était formidable, c'est que le public français me dit, je suis déçu qu'ils n'aient pas pu monter Antigone à Beyrouth. Le public libanais m'a dit, mais heureusement qu'ils ne l'ont pas monté. Petit français, tu viens à Beyrouth, tu viens nous voir ici, et vous montez Antigone. Voilà. Et les milices chrétiennes, toutes les milices disent, mais pourquoi on n'avait pas pensé à ça avant? C'est formidable Antigone, c'est formidable la paix, et tous les milices posent leurs fusils et chantent et dansent, mais c'était pas possible. Et donc les Libanais, eux, quand ils ont lu ce livre, dès le début, ils espéraient que Antigone ne puisse pas être jouée. Autrement, ils n'auraient pas cru ce roman, parce qu'Antigone ne pouvait pas être jouée. Parce qu'un petit Français qui arrive à Beyrouth pour jouer Antigone, Danouille, avec toute la bonne volonté, en prenant des chiites du sud Liban, des sunnites, des druzes, pour jouer Antigone, c'est magnifique, c'est beau, mais ce n'est pas possible.
Mais on a essayé. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'on essaye. Avec Georges, avec Samuel, on a essayé de le faire. Et j'en suis ravi. Mais ce n'était pas possible. Et le public français ne comprend pas. Enfin, il comprend, bien sûr qu'il comprend. Mais il y a des gens qui disent « Mais j'aurais tellement aimé le voir jouer Antigone. » Sauf que c'est ça le problème. C'est que moi, je mets en scène Georges. Je suis auteur. Et je mets Georges en scène. Je le fais aller au Liban, je le fais aller dans les camps, je le fais voir... je lui fais voir l'horreur de la guerre. Georges, lui, met en scène des Palestiniens, des Chiites, des Druzes. Mais qui nous met en scène, Georges et moi? C'est la guerre. C'est elle qui décide. Je ne donne aucune chance à Georges pour monter cette pièce. Nous sommes en 1982. Juin, Israël envahit le Liban. Septembre, massacre de Sabra et Shatila par les chrétiens libanais. Quelle chance il a, Georges? Je l'ai enfermé entre deux murs. Il ne pourra pas. Mais on essaye. Et c'est ça, vous allez vous dire, mais ce type est fou, parce qu'il parle de ces personnages comme s'ils étaient vrais. Mais oui, ils sont vrais. C'est-à-dire que j'ai véritablement essayé, jusqu'au bout, je me suis dit peut-être qu'on pourra le jouer cette scène, peut-être que Georges va réussir. J'ai même imaginé Georges tout seul, comme un fou, dans le théâtre, en train de faire tous les rôles, mais il devenait fou. Je voulais pas que ça soit clown, je voulais que ça soit tragique. Et petit à petit, plus j'écrivais, et plus j'avançais, et plus je savais que Georges ne pourrait pas, mais Georges, lui, il ne savait pas. Et je lui ai caché la fin. J'étais tout seul à le savoir. Donc c'est bizarre de raconter un roman comme ça. Mais il y a des gens qui commencent un roman en connaissant la fin. Moi, ce que je sais, c'est que les Israéliens arrivent. Ce que je sais, c'est que les chrétiens arrivent. Mais je ne sais pas ce qui va se passer entre les deux. Et Georges, lui, ne sait pas tout ça. Je décris le matin de Sabra et Shatila. Il faisait très beau à Beyrouth. Il y avait les petits marchands, il y avait les étals de fruits, il y avait un silence étrange, il faisait beau, c'était une belle journée. Personne ne pouvait imaginer que le lendemain, pendant la nuit, éclairé par les Israéliens, les phalangistes rentreraient dans le camp. Personne ne le pensait. Maintenant, moi, je le sais, et de cela, j'ai eu envie de faire un roman qui nous explique non pas ce que Georges est, mais ce que nous sommes. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé du procès Klaus Barbie. Klaus Barbie, c'est un criminel de guerre nazi qui a été jugé par la France et qui a été bien jugé. C'est-à-dire, ce n'est pas un procès expéditif. Il a été jugé pour 3 crimes qu'il avait commis. Pas parce qu'il était nazi, pour 3 crimes. 44 enfants juifs à Isieux, un train de déportés et une rafle à Lyon. Il y avait des gens qui sont venus témoigner, des partis civils qui sont venus, et dont une partie civile, une résistante française. Et cette résistante française, elle avait été torturée par Klaus Barbie. Pour la majorité de tous ces gens-là, il n'avait pas de sang sur les mains, il avait de l'encre. Il signait la déportation. Mais pour elle, il l'a torturée. Elle a connu la baignoire, elle a connu l'électricité. Et cette femme est venue, elle s'appelait Lise Le Sèvre. Et Lise est venue au tribunal. Il y avait Barbie en face d'elle. Elle n'a pas parlé de monstre à aucun moment. Elle a dit, la différence entre lui et moi, c'est que moi, toute ma vie, j'ai combattu le Barbie qui était en moi. Et la petite Lise qui était en lui, il ne l'a pas écouté. Pour moi, ça, c'est une leçon à tout jamais. Alors c'est pour ça que personne, jamais, nulle part ne dise, moi, je pense que pendant la guerre, j'aurais fait de la résistance. Personne ne sait ce qu'on aurait fait. Donc moi, ce que je propose, ça, c'est pas un message, c'est pas une leçon, mais ce que je propose, c'est qu'au moins, lorsqu'on n'a pas vécu ça, on se taise et qu'on soit digne et qu'on ne fasse pas honte à ceux qui l'ont vécu. C'est pour ça que je ne juge pas, d'ailleurs. C'est pour ça que je ne peux pas juger, moi. J'ai du mal à juger parce que je n'y étais pas. J'ai des haines particulières, j'ai des rancœurs particulières, mais je ne juge pas. Même la traîtrise, j'ai connu une traîtrise en Irlande en temps de guerre, même mon ami qui était un traître, je ne juge pas. On en a souffert, ça a été douloureux, mais les mécanismes qui l'ont amené à trahir, je ne me permets pas de les juger parce que je ne l'ai pas vécu. Et au moins, j'ai cette dignité-là. Parce que juger un homme, c'est faire offense à ce qu'il est et faire offense à la situation dans laquelle il s'est trouvé. J'aurais pu être un criminel de guerre, moi aussi. Je ne le sais pas. Et Dieu merci, la guerre ne m'a pas rattrapé, et Dieu merci, je n'ai jamais été en position de l'être. Mais au moins, que l'on sache ça, on ne sait pas qui nous sommes. Et je préfère très longtemps, qu'on reste comme ça.
En français plutôt. Merci. Ou en roumain, mais... Vous avez parlé avec la guerre au Liban, oui. Et maintenant, il est la même chose, il est répété à Syrie. Vous pouvez faire en comparaison entre les deux? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire la comparaison avec les deux. Je suis interdit en Syrie. La même chose. Je suis interdit en Syrie depuis 1982. Je ne peux pas y retourner. Le même massacre, la même il est répété, la même, pas de différence. Non, parce que vous êtes en train de filmer. Et c'est... je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse. Mais moi, je ne suis pas un penseur. Là, je ne suis pas un journaliste. Moi, je sais que ce qui se passe en Syrie en ce moment, il y a des gens qui ont un avis sur ce qui se passe. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais ce qui se passe comme tout le monde. Mais je ne sais pas quel est mon camp. Sur le massacre chimique à Ghouta. Oui. Est-ce que vous connaissez ça? Non, le massacre... Ghouta et Syrie. Non, je connais le massacre de Hama en 1982. Chimique. Non, Il est autorisé oui. sur les armes chimiques. À Ghouta. Ah, les armes chimiques, excusez-moi, bien sûr, mais des armes chimiques qui ont été employées aussi par Saddam Hussein contre les Kurdes, mais oui, bien sûr, et là, aussi par Saddam Hussein en Irak, par Assad en Syrie, je sais ça, mais ces armes chimiques sont vendues par l'Occident. Donc c'est ça la complexité, c'est... Enfin moi j'ai pas envie de ce débat parce que ce n'est pas mon rôle, mais ce que je sais, c'est qu'un jour la France arme Saddam Hussein et après la France le combat. Donc il faut être très humble. Les Américains ont armé les Moudjahidines en Afghanistan. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les armes américaines tenues par les Moudjahidines? Donc tout ça est d'une complexité folle. Son désarroi, justement parce que des fois on a du mal à savoir où est le mal. C'est difficile. Où est le mal? C'est juste, voilà. C'est...